Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Je partage mon écran. Et bonjour à tout le monde également. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, du coup, bienvenue dans ce webinaire sur les groupes 30 000. Je vais introduire très très rapidement, parce qu'après je vais laisser la parole à Florie et aux agences qui ont beaucoup de choses à vous dire et à vous expliquer. Juste pour vous rappeler que du coup, comme vous le savez bien, on a une nouvelle instruction technique dans le cadre de la SNANC pour renforcer les critères de reconnaissance de niveau 2 des pactes. Et donc, l'objectif, c'est d'assurer davantage le caractère systémique des projets et leur impact sur les différentes dimensions de la durabilité des systèmes alimentaires, notamment les volets santé et environnement. Et donc, on vous présente cet outil Groupe 30 000 parce qu'il permet d'accompagner du coup les agriculteurs sur des enjeux santé-environnement. C'est un outil qui est mis en œuvre par la DRAF en lien avec les agences de l'eau. Et donc, du coup, vous avez les équipes de la DRAF et les agences de l'eau pour vous en parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà des PAT qui se sont saisis de l'outil ou qui s'y sont intéressés. Donc, s'il y en a dont c'est le cas, qui veulent prendre la parole à un moment donné, n'hésitez pas. Et pour vous dire aussi que du coup, les agences de l'eau vont faire un peu le lien sur comment ce dispositif s'inscrit dans le panorama de leurs aides. Mais il sera aussi possible, il peut aussi être envisageable de faire des focus à d'autres moments sur éventuellement d'autres aides de l'agence dans d'autres webinaires. Voilà. Et du coup, je m'arrête là et je te laisse la parole, Florie, si tu veux. Ok. Je te laisse dérouler parce qu'il y avait voilà, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi se saisir de cet outil dans les PAT et comment. Et donc, bon, tu as introduit sur l'enjeu pour les PAT de questionner la durabilité des systèmes alimentaires. Du coup, moi, je vais introduire rapidement sur, voilà, de notre point de vue à nous, équipe Ecophyto de la DRAF, pourquoi faire le lien avec les PAT alimentaires. Ah, le diaporama a sauté, Clémence. Tu m'entends? Oui, ok. On voit plus le diaporama. Ah, voilà, parfait. Alors déjà, je commence par me présenter quand même. Donc, Florie Richard et je suis chargée de mission éco-phyto et transition agroécologique donc au sein de la DRAF Occitanie, au service régional de l'alimentation. Euh, on, on- on travaille donc sur des questions qui sont à la croisée, des enjeux agriculture, santé, environnement. Mais je vais en parler un tout petit peu plus avec la diapo suivante pour vous dire que voilà, donc Clémence a posé ce postulat, voilà, qu'il y a un enjeu pour les PAT de se saisir de ces enjeux qui croisent, qui entourent la production alimentaire, puisque vous avez des exigences dans la labellisation PAT. Et donc, pourquoi faire le lien avec Ecophyto? Ça m'amène à faire comment dire, une introduction rapide sur Ecophyto, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, on va dire, des actions qui visent à réduire et améliorer donc l'utilisation des phytos. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est les phytos? Je vais euh, juste introduire rapidement pour replacer dans son contexte ce terme. Donc, on parle de produits phytopharmaceutiques ou produits phytosanitaires. Communément, on parle de pesticides. Concrètement, pour citer les principaux sujets, on parle d'herbicides, d'insecticides et de fongicides qui sont appliqués et utilisés soit dans le champ de l'agriculture et donc de la production agroalimentaire, qui alimente la production agroalimentaire et également dans le champ des acteurs non agricoles que l'on appelle GEVI, jardin, espace vert, infrastructure. Donc, on ne parle pas que d'agriculture proprement parlé dans Ecophyto. On balaye on vise à agir et à accompagner l'ensemble des acteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques. Euh, voilà, et donc ces produits sont catégorisés de plusieurs sortes. On a les produits de synthèse, les produits de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique, etc. Le tout est cadré par la réglementation. Ce n'est pas l'objet du propos aujourd'hui, mais l'idée du propos, c'est de dire que l'équipe Ecophyto de la DRAF Occitanie met en œuvre des outils pour accompagner euh, le changement de pratique pour réduire et améliorer l'usage de ces produits.
et je voudrais juste replacer le cadre dans lequel s'inscrit cette action. Donc récemment, en mai dernier, si je ne me trompe pas, le plan Ecofito de plus a évolué avec la- le lancement de la stratégie Ecofito 2030 qui pose notre nouveau cadre de travail. Et donc, c'est un cadre national et l'équipe de la DRAF en Occitanie vise à mettre en œuvre ces axes d'action, ces axes de la stratégie à l'échelle régionale. Donc, cette stratégie s'appuie sur 5 axes. Je vais rapidement les évoquer, mais donc accélérer la recherche d'alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées, accélérer le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques, mieux connaître et réduire les risques pour la santé et pour l'environnement de l'usage des produits phytopharmaceutiques, recherche, innovation, formation et territorialisation, gouvernance, évaluation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but du propos aujourd'hui, c'était simplement pour reposer le cadre. Voilà. Alors ensuite, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc une fois qu'on pose la question de voilà pourquoi les PAT se tourneraient vers des outils éco-phyto, il y a un outil éco-phyto ou des outils qui peuvent être particulièrement intéressants pour les PAT, c'est les collectifs agroécologiques. Donc ce sont des collectifs qui visent à accompagner les agriculteurs dans la transition et dans la mise en œuvre de pratiques alternatives. Il y a plusieurs types de collectifs, dont des collectifs qui rentrent dans le cadre d'éco-phyto, qui sont centrés sur la réduction des produits phytopharmaceutiques. Euh, et donc ces collectifs seraient des outils mobilisables à l'échelle d'un territoire comme celui d'un PAT, avec à la fois des ressources techniques à mobiliser, avec à la fois un outil d'accompagnement des agriculteurs du territoire pour changer de pratique, et également des outils pour diffuser des pratiques alternatives sur le territoire. Voilà, donc sur la diapo suivante, je vais juste rapidement voilà, évoquer 3 types de collectifs qui sont des dispositifs qui relèvent de dispositifs de l'État en région. Il y a les collectifs qui s'appellent les GI2E, donc c'est un dispositif piloté par la DRAF, par un service qui s'appelle le SR2A. Ensuite, nous avons 2 types de collectifs qui rentrent dans le cadre d'Ecophyto, c'est-à-dire qui sont centrés sur la réduction des produits phytopharmaceutiques. Ce sont les collectifs DEFI et les groupes 30 000. L'outil DEFI est un outil qui est piloté au niveau national et qu'on relaie en région avec un fonctionnement sur plusieurs, enfin voilà, un appel à projet qui met en place des groupes sur plusieurs années. Et ensuite, on a l'outil groupe 30 000, qui est un outil qui est piloté à l'échelle régionale par la DRAF d'un point de vue technique, mais en lien avec la DREAL et les agences de l'eau qui en assurent pour ces dernières le pilotage financier. Donc voilà, il y a plusieurs structures publiques qui pilotent cet outil en région pour le déployer. Et donc, c'est de cet outil-là qu'on va parler en particulier parce qu'il nous paraît un outil particulièrement intéressant pour les PAT, même si les autres types de collectifs peuvent avoir un intérêt aussi, bien évidemment. Je les présente tous les 3 pour juste replacer le cadre et rappeler que les 3 types de collectifs qui s'affichent là ont bien évidemment un enjeu enfin, la notion de triple performance est complètement au cœur de ces dispositifs, c'est-à-dire qu'on parle de transition agroécologique, mais on n'oublie pas bien sûr les enjeux, enfin voilà, au-delà des enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et économiques pour les exploitations sont bien là. Voilà. Je ne vais pas en dire plus à ce niveau. Je vais juste voilà, j'ai avancé, j'ai parlé un peu plus vite que avant que la diapo arrive, mais voilà, l'idée c'est que les groupes 30 000, c'est un outil qui est vraiment transversal pour répondre à plusieurs problématiques au cœur de la production agroalimentaire, dont peuvent se saisir les PAT. On vous dira après comment, mais voilà, c'est aussi un outil pour donc parler de pratiques alternatives dans la production agricole, mais aussi pour toucher derrière les enjeux liés à l'eau et les enjeux liés à la biodiversité, par exemple. Je vais juste balayer 2 cartes pour illustrer ce propos. Une carte donc, qui date un petit peu, mais ça permet d'avoir un petit aperçu des groupes 30 000 en région face à la carte des PAT. Donc, comme vous voyez, c'est un outil, les groupes 30 000, qui est déployé dans l'ensemble de la région, même si on a des territoires qui sont peu représentés. C'est un outil qui permet de travailler
en groupe par filière. Enfin voilà, il faut que un groupe 30 000 travaille, réunit en tout cas des agriculteurs qui travaillent sur une filière dominante pour évidemment pouvoir échanger et progresser en groupe dans leurs pratiques. On aimerait bien voilà, se dire que c'est un outil qui peut être au service des PAT et réciproquement, les PAT peuvent être un outil qui accompagne le déploiement de ce dispositif, ce qui nous a amené à proposer ce temps d'échange aujourd'hui. Comme on le voit, il y a des territoires de PAT où il y a des groupes 30 000. Donc, un lien peut déjà se mettre en place. Par contre, il y a aussi des territoires où il y a des PAT et pas de groupe 30 000 ou inversement. Donc, à voir comment euh, ces synergies peuvent se créer dans le temps. Ensuite, je vais simplement balayer cette même carte des groupes 30 000 au regard des enjeux hauts qui sont illustrés par la présence des agences aujourd'hui. Si Clémence, tu peux changer de diaporama, de page, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai une carte voilà, issue du SDAGE qui présente les captages prioritaires et sensibles de la région. Donc, on parle de captages qui sont impactés par des pollutions diffuses, qu'elles soient liées aux nitrates et aux pesticides. Ces captages sont assez nombreux en région, hein, puisqu'on a 96 captages prioritaires et 87 captages sensibles. Il faut savoir qu'il y a des démarches préventives qui accompagnent, notamment pour les captages prioritaires, des actions sur le territoire. Donc, il y a à peu près 80 démarches en région. De la même manière, les groupes 30 000 sont un outil pour répondre à ces enjeux-là. Euh, donc, c'est quand même important que ce lien aux enjeux hauts soit mis en avant aujourd'hui parce que ça fait un lien direct quand même avec les enjeux que portent les PAT dans la production agroalimentaire, à la fois pour les enjeux hauts d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. Mais ça sera évoqué après cette présentation des groupes 30 000 par les agences de l'eau, donc par Thomas Fouan qui représente l'agence de l'eau RMC et Laurent René qui représente l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc je te laisse avancer les diaporamas, les pages, pardon, Clémence, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai évoqué rapidement un petit enjeu, mais on y reviendra après. Et donc on va passer à une présentation un peu plus détaillée des groupes 30 000. Donc, ce sont des collectifs agroécologiques pour massifier le changement de pratique. Je vais, avant de rentrer dans le détail de ce dispositif, juste est-ce qu'il y a des questions sur l'introduction et les cartes qu'on a vues ou est-ce qu'on peut continuer? Donc, je ne vois pas de questions, donc je continue. Euh, Clémence ou Lucas, je vous laisse me dire hein, s'il y a des questions. Alors, les groupes 30 000, quels sont leurs objectifs? Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est bien, enfin, de ces collectifs, c'est de capitaliser, diffuser, transférer des pratiques qui mettent en avant qui permettent la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques à l'appui des résultats issus du réseau DEFI. On va dire que c'est une approche, on va dire, un petit peu en pyramide au sein d'Ecofito. Les groupes défis sont un peu plus pionniers que les groupes 30 000 dans le sens où ils mettent en œuvre des pratiques alternatives à l'échelle d'une exploitation au regard de l'expérimentation parce que je vais l'évoquer juste après, mais défis se partagent en deux types de dispositifs, ceux expérimentaux et ceux déployés à l'échelle de ferme d'exploitation. Donc, on ne demande pas au groupe 30 000 d'inventer des solutions nouvelles. En fait, on leur demande de déployer des solutions qui existent déjà, qui sont éprouvées par d'autres types de collectifs. Alors, les défis, mais pas que. Et ensuite, Oui, il y a une coupure. Hein. Clémence, on a perdu le. Moi, je suis toujours là, mais effectivement, j'ai plus fleuri. Et j'ai coupé le diaporama du coup. Ok.
Elle va se reconnecter, je pense, elle est sortie. Excusez-moi, vous m'entendez? Ok, ma connexion a sauté et j'avais plus d'écran. Je voulais juste essayer de réafficher le diaporama directement si c'était problématique parce que j'avais plus d'affichage. Alors, je réessaye. Non, mais j'ai pas. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, Clémence, je te propose d'avancer comme ça parce que sinon j'avais plus d'écran et c'était pas évident de. Je te redonne la main après. Alors, est-ce que je sais pas si je reprends là, voilà, pour reprendre le propos. J'évoquais simplement le fait que voilà, les groupes 30 000 s'appuyaient sur des groupes ressources et qu'ils avaient vraiment vocation à transférer des pratiques éprouvées et non pas à inventer de nouvelles solutions, on va dire. Et donc, c'est vraiment un outil pour massifier un changement de pratique sur un territoire. Et donc, c'est vraiment un outil qui peut être utile dans une logique PAT pour accompagner les agriculteurs sur le territoire et diffuser des solutions qui existent déjà pour réduire les phytos dans la production agroalimentaire. Le dispositif DEFIC sur lequel s'appuient entre autres les groupes 30 000, c'est un réseau de fermes avec plus de 180 groupes dans toute la France, dans toutes les filières, mais aussi un réseau d'expérimentation avec une quarantaine de projets sur 200 sites expérimentaux, ce qui veut dire qu'il existe beaucoup de ressources et beaucoup de pratiques déjà éprouvées. Donc, c'est vraiment un outil qui peut permettre de diffuser sur le territoire ces solutions que d'utiliser les groupes 30 000 parce que les groupes 30 000 sont mis en lien avec ce capital de connaissances. Et en Occitanie, juste un aperçu de cette carte, voilà, il y a une trentaine, la carte date aussi un petit peu, mais il y a quand même des groupes sur toutes les filières représentées dans la région et un petit peu disséminés sur le territoire occitan, ce qui montre là aussi qu'il y a de la ressource localement pour agir. Alors, je vais revenir, ça c'était pour poser un petit peu le cadre et pour
pour se rendre compte qu'il y a quand même des solutions qui existent et qu'il y a de la ressource. Les groupes 30 000 eux-mêmes, je vais vous présenter le dispositif pour voir comment il fonctionne et pour imaginer comment s'en saisir. Alors, tout d'abord, la première chose à dire, c'est que c'est un dispositif donc, animé en région avec un appel à projet annuel. Donc, chaque année, on lance une campagne de candidature pour créer des groupes et les animer sur plusieurs années. Alors, cela permet de constituer un réseau de groupes 30 000 qui, là aussi, permet du ressourcement et de l'échange. Ces groupes ont vocation à donc animer un groupe d'agriculteurs dans leur chargement de pratique, mais aussi à capitaliser leurs résultats pour le diffuser sur le territoire. Donc, il y a un vrai intérêt à avoir une entrée territoriale. Il y a un petit aperçu visuel qui permet de résumer en quelques images, quelques petits dessins comment ça fonctionne. Donc cet appel à projet annuel, c'est simple, il y a un cahier des charges qui cadre le propos. Ensuite, une structure porteuse de groupes potentiels candidates vient constituer un groupe d'agriculteurs. Ensuite, elle dépose un dossier à la fois technique et financier auprès de la DRAF et de l'Agence de l'eau. Ensuite, il y a un comité de sélection qui juge des dossiers recevables ou pas. Et si le dossier est jugé favorable, la candidature est favorable, un avis favorable est émis sur la candidature, le groupe peut lancer son animation et sa capitalisation. Et donc, l'animateur vient donc anime évidemment un groupe d'agriculteurs. Il rejoint aussi un réseau d'animateurs en Occitanie avec des événements qui l'accompagnent lui dans son accompagnement en quelque sorte. Et ensuite, il doit à la fois donc animer son groupe, mais aussi produire chaque année des bilans annuels, produire en fin de parcours un bilan de fin de projet et produire des livrables que je vais détailler après, mais qui sont des outils pour diffuser l'action de ce groupe. Et tout au long de la vie du groupe, l'animateur est invité à essayer de faire essaimer au-delà du groupe cette action à travers les événements qu'il organise ou à travers les outils qu'il produit. Voilà, donc le groupe est animé par un animateur, il est porté par une structure porteuse, mais le tout est accompagné par un réseau régional d'animateurs, qui vise à réunir ces porteurs ou ces animateurs de collectifs agroécologiques. Je replace juste le qui fait quoi dans ce dispositif, juste pour comprendre pourquoi on est plusieurs acteurs autour de la table, parce que l'intérêt, c'est que dispositif qui est techniquement piloté par la DRAF Occitanie. Sur le volet financier, ce sont donc les agences de l'eau qui financent. On est aussi accompagné par la DREAL Occitanie qui permet de faire le lien également avec d'autres enjeux et dispositifs et notamment avec les enjeux qualité de l'eau, les enjeux qui entourent les captages comme je l'ai évoqué juste avant. Et ensuite, la CRAO, donc la Chambre régionale Occitanie d'agriculture, est co-animatrice de ce réseau régional. Donc, il y a un ensemble d'acteurs qui accompagnent le déploiement de ce dispositif. Bon, je vais rentrer dans le concret. Oups, il y a une petite animation pas prévue. Donc, le dispositif peut se déployer à travers deux volets. Tout d'abord, un volet qu'on appelle volet A, mais un volet émergence du groupe. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans l'animation d'un groupe, une structure porteuse est invitée à candidater sur ce volet émergence qui lui permet de constituer un groupe en vue de déposer un volet B, l'étape d'après, qui vise à animer un groupe 30 000 proprement dit. Alors, durant cette phase d'émergence, il y a un minimum quand même d'agriculteurs de départ à réunir, qui est de 5. Ça peut aller jusqu'à 20 exploitations. Il y a une structure porteuse qui est déjà là, qui est déjà en place, qui propose de porter ce projet. Et il y a un animateur qui réunit déjà ses premiers agriculteurs et qui continue de constituer un groupe et de mettre en place un plan d'action pour la suite et pour déposer le volet animation. Cette phase, elle dure entre 6 et 9 mois. Et le but, c'est qu'à la fin de cette phase, la structure puisse déposer donc ce volet animation qui, lui, va durer 3 ans, dans lequel les agriculteurs vont être accompagnés dans leur changement de pratique. Là, on a toujours une structure porteuse qui porte ce projet avec un animateur. Et là, on a au minimum 8 agriculteurs, jusqu'à 20 également, 8 exploitations, qui sont engagés dans ce projet. L'idée, c'est que
ces agriculteurs s'engagent pour les 3 ans. L'animateur est lui aussi là pour 3 ans. Et voilà, c'est un projet qui, évidemment, il y a des aléas qui font que parfois il y a des évolutions, des changements mineurs, mais l'idée, c'est de s'engager sur cette période-là. Là, il y a un petit point important à souligner, c'est que la structure porteuse n'est pas forcément la structure animatrice. Il existe des solutions pour avoir un montage qui permet cette différence. Ce qui veut dire qu'une structure porteuse, si elle n'a pas la compétence technique ou les moyens humains en interne pour animer le groupe, elle peut faire appel à une structure tierce. Donc ça, c'est important parce que si une structure porteuse de PAT voulait porter un groupe 30 000, sans avoir cette compétence interne, c'est possible. On y reviendra après. Donc, quels sont les types de structures justement qui portent et animent les groupes 30 000? Alors, elles sont de plusieurs ordres. Il y a un grand nombre de structures issues de structures de développement agricole. Donc, on a les chambres d'agriculture, les CETA, les GAB, les groupements d'agriculteurs biologiques, les CIVAM, donc Centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On a les GDA, groupements de développement agricole, des acteurs économiques agricoles, les CUMA, donc des coopératives pour l'utilisation du matériel agricole. Voilà, ça, c'est plutôt des acteurs de l'ordre du développement agricole. Et ensuite, on a des collectivités ou des syndicats mixtes qui peuvent être porteuses. Là aussi, si je ne me trompe pas, donc je sais que les porteurs de PAT alimentaire ne sont pas forcément tous des collectivités, mais il y en a un grand nombre, donc c'est aussi quelque chose à retenir. J'ai un exemple à citer de groupe 30 000 qui a une forte synergie avec une démarche territoriale. On n'a pas évidemment d'exemple de groupe 30 000 porté par une structure animatrice de PAT, mais on en a une sur le lien à l'enjeu eau. Donc je voulais le citer parce que ça peut inspirer. C'est un groupe 30 000 qui est porté par le syndicat mixte des eaux fermées de la Lomagne. Je crois que je me suis trompée dans le sigle. Syndicat mixte fermé des eaux de Lomagne, non, c'est bien ça, qui est donc un syndicat qui porte des enjeux autour d'un captage prioritaire, qui porte un groupe 30 000, qui se déploie sur l'aire d'alimentation du captage, donc sur le territoire d'action, mais qui est animé par une structure tierce, qui en l'occurrence est la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. Ça, c'est un exemple intéressant où on a fait la structure porteuse a permis de déployer l'outil sur le territoire sur lequel elle a un enjeu, sur lequel elle doit agir. Alors, les groupes 30 000, une fois qu'on a dit qu'ils développaient des actions autour de la réduction des pesticides, derrière, quelles sont les thématiques de travail? Ça, c'est important parce que quand on parle de réduction des phytos, finalement, on parle derrière de pratiques agricoles, mais de plein d'autres enjeux. Alors, il y a plusieurs thématiques qui sont mises en avant dans l'appel à projet, dont peuvent se saisir les projets de groupe 30 000. On parle à la fois donc, de produits phytosanitaires, de certains types de produits, notamment il y a une ligne sur l'arrêt du glyphosate, puisqu'il y a un enjeu technique à ce niveau-là. Il y a les molécules à fort enjeu en Occitanie, donc je cite par exemple le Ziram ou le Prosulfocarbe. Il y a 6 molécules pour lesquelles il y a un enjeu spécifique dans notre région qui sont pointées. Ensuite, il y a les CMR, donc ce sont des types de produits phytopharmaceutiques qui ont, on va dire, un enjeu particulier, puisque CMR veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc, on a un enjeu fort. Ensuite, le déploiement du biocontrôle. Donc, c'est une catégorie de produits de pesticides. Ensuite, on sort du champ des produits eux-mêmes, puisque derrière, on touche aux techniques pour agir. Donc, on parle de couverts végétaux, de désherbage mécanique, de diversification des rotations. On parle de sol, on parle de biodiversité, d'infrastructures agroécologiques, par exemple les haies, mais ce n'est pas les seuls, bien sûr. Et puis derrière, on parle aussi de prévention et de santé et de sécurité des utilisateurs, puisque c'est aussi un levier de changement que de se saisir de ces enjeux-là. Qui sont d'ailleurs vraiment remis au cœur de la stratégie Ecophyto 2030. Ensuite, on a évidemment le lien à l'amélioration de la qualité des eaux de captage. Et puis, il y a des solutions aussi nouvelles liées à la technologie, comme drones ou robotique qui permettent d'agir. Et enfin, j'oublie un dernier point, c'est l'exposition aux riverains. Voilà. Et le tout est mis en avant avec un très fort encouragement à faire le lien avec l'enseignement agricole qui est présent dans l'ensemble de la région.
Et puis faire le lien voilà, avec des démarches qui sont liées à l'eau. Ça, c'est des choses qui sont fortement mises en avant. Et puis peut-être que voilà, le lien avec la production agroalimentaire locale, dont les PAT se saisissent, c'est quelque chose qui nous paraît important à aussi voir émerger, donc d'où l'idée de faire ce lien aujourd'hui. Concrètement, ça passe par différents leviers pour agir d'un point de vue des agriculteurs. On s'appuie sur une catégorisation des leviers que l'on appelle ESR, donc efficience, substitution, reconception. Donc ce sont, on va dire, un petit peu des paliers, on va dire, ou c'est pas vraiment des paliers, mais en tout cas des manières d'agir qui sont de plus en plus fortes vers la reconception de système, c'est-à-dire qu'on change vraiment la manière de fonctionner dans l'exploitation. Voilà, donc les groupes sont encouragés à se saisir de leviers à ces différents niveaux. Donc, il y en a quelques-uns qui sont cités là. Voilà, par exemple, en agriculture, le déploiement du biocontrôle, le recours à du nouveau matériel, maîtriser les maladies en gérant mieux le développement végétatif de la vigne. Ensuite, en grande culture, la diversification des assolements et l'allongement des rotations, la maîtrise des adventices en décalant les dates de semis. En arboriculture, la protection contre les ravageurs par la lutte physique, l'utilisation, pareil, de matériel végétal qui soit adapté. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'agir pour réduire euh, durablement les pesticides dans les pratiques de production dans ces différentes filières. Je vais ensuite aborder juste quelques aspects, on va dire, administratifs et logistiques de comment ça se passe lorsqu'un groupe candidate. Alors, je le détaille un petit peu, même si c'est peut-être prématuré pour l'auditoire des PAT, mais je me mets dans la peau d'une structure porteuse PAT qui voudrait déposer un projet groupe 30 000. Qu'est-ce que concrètement, ça voudrait dire un engagement dans quel pas de temps et comment ça se déploie. Je vais présenter donc une petite frise chronologique dans le cas de l'appel à projet qui a eu lieu en 2024. Donc l'appel à projet, il est généralement en début d'année, entre février et avril. Donc c'est une période d'environ 2 mois où les structures porteuses candidatent. Fin avril, donc l'appel à projet se clôt. Avant l'été, on essaye de pouvoir annoncer le résultat aux structures si elles sont retenues ou non retenues. Et à partir de là, se lance une période d'animation de 6 à 9 mois lorsqu'on est donc dans le volet émergence, avec l'idée d'être au maximum jusqu'à février prochain, puisque c'est là que va débuter le nouvel appel à projet pour pouvoir déposer le volet B, donc la phase d'émergence. En parallèle de l'accompagnement et l'animation des agriculteurs, il y a donc la frise, le trait plutôt rose, c'est aussi déjà des premiers livrables, la capitalisation d'indicateurs de suivi, de résultats pour pouvoir ensuite en faire état. Donc cette animation se passe, les groupes qui ont candidaté, qui sont dans cette phase émergence, pourront donc en février prochain déposer un volet B, un volet animation. Et donc là, je passe à la courbe du volet animation. Une fois l'appel à projet passé et donc le dossier est potentiellement retenu, là court une période d'animation de 3 ans, donc qui dans la manière classique commence en janvier de l'année suivante. Donc pour l'appel à projet 2024, ça fait janvier 2025 sur 3 années. Et en parallèle, de la capitalisation de résultats, donc avec à la fois la création d'outils de communication comme des fiches de présentation de groupe. Ça veut dire qu'on a une sorte de catalogue de fiches des groupes existants qui permet de faire du lien, des bilans annuels qui permettent de suivre tous les indicateurs, et puis en fin de projet, des livrables qui permettent là aussi de diffuser. Ça, c'est le cas idéal. Il existe aussi des manières de commencer plus tôt. Je ne rentre pas dans le détail. Ça, c'est pour ceux qui répondront à l'appel à projet que ce serait intéressant de rentrer là-dedans. Je fais juste un petit aperçu sur les types d'indicateurs qui sont suivis au sein des groupes. Donc, il y a l'IFT qui était alors en tout cas jusqu'à présent, c'était l'indicateur de suivi, donc l'indice de fréquence de traitement qui permet de suivre l'usage même de produits phyto et de voir l'évolution dans le temps. Ensuite, il y a des indicateurs sur les rendements, sur les leviers utilisés, des indicateurs agroécologiques, économiques, sociaux et aussi en termes d'animation du groupe. Le tout est reporté auprès de structures pilotes à travers donc des bilans chaque année et en fin de projet également des bilans et des livrables. Voilà, c'est un petit peu, il y a un engagement à suivre des indicateurs et en faire état tout au long de la vie du groupe.
Ensuite, au-delà de ces aspects administratifs et techniques, il y a quand même un accompagnement qui est proposé. Et en fait, porter un groupe 30 000, c'est aussi, pour la structure porteuse, avoir un animateur qui est mis qui rejoint un réseau régional, qui va permettre d'aller chercher aussi des idées ou des solutions ailleurs et d'être accompagné dans cette démarche pour accompagner les agriculteurs locaux. Alors concrètement, j'ai fait une prise d'année type. Donc en début d'année, comme je vous le disais, il y a l'appel à projet. La production des bilans, c'est plutôt en fin d'année. Et entre tout ça, en plus de tout ça, donc en début d'année, on a un premier séminaire annuel qui vise à accompagner sur les méthodes d'animation et de capitalisation. Donc qui accompagne les groupes 30 000, mais pas que. C'est un séminaire qui réunit aussi les animateurs des autres groupes, des autres types de collectifs agroécologiques, mais aussi les animateurs de démarche captage prioritaire. L'idée, c'est de créer du lien, de favoriser les échanges entre ces différents types d'outils pour agir sur la transition agroécologique. Et puis en fin d'année, on a aussi des journées techniques par filière. Donc on appelle ça les journées filières éco-phyto. Il y en a une en viticulture, une en grande culture, polyculture, élevage, où là on parle vraiment de techniques alternatives pour réduire les produits phytopharmaceutiques. Et puis enfin, on a également une journée où toute structure qui candidate est invitée à une journée d'accueil où on accompagne la prise en main des outils du dispositif. Voilà, c'est un petit aperçu. Évidemment, les trimestres 2 et 3, pas forcément beaucoup d'événements parce que ça se passe dans les champs. Alors, comment, au-delà, donc ça c'était un petit focus sur le dispositif, comment il fonctionne. Ensuite, comment mobiliser les ressources issues de ce dispositif? Parce que, voilà, je me mets toujours dans la peau d'une structure qui anime un PAT. On n'est pas forcément volontaire à porter, mais par contre, je vous le dis depuis le début, les groupes, les collectifs, les groupes 30 000 et les collectifs en général produisent de la ressource. Donc cette ressource, ça peut être mobilisée. Alors, il y a deux premiers outils. Tout d'abord, il y a un site qui s'appelle collectifagroécologie.fr, qui est un site national qui référence l'ensemble des collectifs que j'évoquais, donc GI2E, Groupe 30 000 et Défi, existants en France. Donc, il y a une carte interactive, on peut zoomer sur ce qui se passe en Occitanie, et puis il y a une page régionale qui aborde un petit peu le sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun peut cliquer sur cette carte, voir ce qui existe sur son territoire. Donc, pour les PAT déjà en place, ils peuvent identifier les groupes 30 000 déjà existants sur leur territoire. Et puis, ils peuvent aussi identifier, s'il n'y en a pas sur leur territoire, des groupes à proximité qui travaillent sur un enjeu ou une filière qui les intéresse. Ensuite, il y a deux plateformes nationales qui sont RD Agri et Ecophytopic, qui sont des plateformes sur lesquelles les collectifs publient leurs livrables, donc leurs résultats, enfin leurs outils de communication, on va dire, autour de leurs résultats. Et donc, ça fait beaucoup de matière à aller chercher pour avoir de la ressource. Donc, je rentre un petit peu dans le détail. Donc, concrètement, sur Ecophytopic, on trouve les résultats des groupes défis, donc qui sont plus proches de l'expérimentation. Ensuite, on a des livrables produits par les groupes 30 000 qui sont différents. On a notamment en région Occitanie une web-série avec des vidéos de témoignages de groupes existants. Ensuite, on a des fiches trajectoires, donc qui sont des fiches type à l'échelle nationale par filière où voilà, un groupe fait état d'une trajectoire technique. Et ensuite, il y a les fiches Aglaé. Ça, c'est un dispositif qui est propre à la région Occitanie, qui est animé par la Chambre régionale d'agriculture et qui permet d'avoir là aussi des fiches de témoignages de pratiques d'agriculteurs accompagnées de vidéos de témoignages et le tout éprouvé par un comité de qualification voilà, qui vérifie la diffusabilité en fait, de la pratique. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de ressources selon les goûts et les couleurs. Voilà, il y a de la vidéo, il y a de la fiche technique, il y a plein de choses qui existent et tout ça est publié sur RD Agri. Et enfin, en Occitanie, la DRAF Occitanie, accompagnée de l'ADREAL, pilote une démarche centrée sur le lien entre réduction des pesticides et biodiversité. Et donc là, on est en train de publier un fascicule avec des fiches de témoignages de groupes Défi et GI2E. Ça va paraître de manière imminente, où il y aura là aussi des manières d'agir pour avoir des pratiques agricoles qui permettent de prendre en compte cet enjeu biodiversité, mais aussi, enfin, à la fois en termes de préservation, mais aussi en termes d'outils pour agir. Voilà. Et enfin, on a en région un outil qui s'appelle Unisson.
en région Occitanie, qui est une bannière commune qui vise à réunir tous les acteurs de la transition agroécologique et de la réduction voilà, qui agit sur la réduction des pesticides, sous cette bannière, avec à la fois des événements, des stands sur des événements professionnels pour diffuser ce qui existe, mais aussi des journées techniques qui là aussi viennent ressourcer techniquement. Et enfin, il y a des appels à projets. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour dire qu'il y a aussi cet outil pour réunir tous les collectifs et porter ces messages et valoriser ce que font ces collectifs. On en arrive à comment les PAT peuvent-ils se saisir de cet outil en Occitanie. Alors, j'ai déjà abordé quelques bribes, mais je vais synthétiser tout ça. La première chose à retenir sur les groupes 30 000, donc c'est d'abord qu'il y a des ressources et sur des pratiques éprouvées à consulter et à partager. Donc voilà, en tant qu'un animateur de PAT peut se saisir de ça. Ensuite, il y a des dispositifs pour accompagner la transition. Donc, je viens de les évoquer. Le groupe 30 000 en tant que tel, mais aussi Unisson, la dernière diapo que j'ai montrée juste avant. Après, il y a un réseau régional qui accompagne l'animation de ces collectifs. Ça, c'est important de savoir qu'il y a cette dynamique, sachant que la région Occitanie est l'une des premières, l'une des premières, si ce n'est la première, en termes de nombre de collectifs agroécologiques, ce qui fait que le réseau est conséquent. On a vraiment cette chance de pouvoir interagir, on va dire, en nombre. Et enfin, il y a un réseau national qui valorise ces collectifs, donc ça permet aussi de rentrer dans cette dynamique. Et donc, il nous semble que c'est les groupes 30 000 vraiment un dispositif qui peut être mobilisé sur les PAT. Donc là, j'en arrive à comment. Donc, 4 pistes. La première, c'est relayer le dispositif localement auprès de potentielles structures porteuses, puisque les PAT ont une vraie, on va dire, force de frappe à l'échelle de leur territoire. Hein. Vous êtes en lien avec des acteurs ou c'est plutôt quelque chose qui est visé à travers, en tout cas, les enjeux que disait en préambule Clémence. Ensuite, pourquoi pas accompagner l'émergence de dynamiques s'il y a une problématique qui ressort sur le territoire, accompagner cette émergence est une piste. Ensuite, pourquoi pas porter un groupe 30 000 dans le cadre du PAT. Alors là, évidemment, ça appellerait à réfléchir sur le montage, à bien argumenter sur comment ça s'articulerait avec l'animation PAT qui est déjà financée, parce qu'évidemment, l'idée n'est pas d'avoir des doubles financements, mais pourquoi pas porter cette dynamique. Et si comment dire, la compétence technique n'est pas là en interne, le montage avec une structure d'animation est tout à fait possible. Mais en tout cas, une structure qui porte un PAT peut passer un message fort d'engagement aussi dans l'accompagnement des agriculteurs à travers cet outil en le portant. Et enfin, contribuer à la diffusion des résultats éprouvés par les groupes 30 000. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une mine d'informations issues de ces groupes et des collectifs agroécologiques en général. Donc, s'en saisir et les diffuser, c'est sur le territoire, c'est aussi une manière d'agir. Voilà. Bon, pour ceux qui sont motivés, qui seraient motivés, je donne d'ores et déjà les dates du futur appel à projet. Donc, c'est du 10 février au 11 avril prochain. Donc, on avait prévu ce temps d'échange bien en amont pour laisser le temps aux possibles volonté d'émerger d'ici là, une volonté de portage ou d'échéance de groupe. Un petit résumé de où trouver les infos et qui contacter pour aller plus loin. Donc, toutes les infos sur le dispositif Groupe 30 000 et l'appel à projet sont sur le site de la DRAF. Le lien est là et donc je pense que Clémence partagera le diaporama. Sinon, vous pouvez nous contacter pour retrouver ce lien. Donc moi, je suis la référente pour l'unité éco-phyto de la DRAF sur ce dispositif. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche. Côté agence de l'eau, selon le bassin concerné, agence de l'eau Adour-Garonne ou agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, donc Laurent René ou Thomas Foinge, ils vont intervenir juste après. Donc vous pourrez les identifier. Et enfin, il y a donc 2 animatrices à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, qui sont donc Lise Arduin-Laporteriou et Lucie Pauline, qui sont aussi des interlocutrices pour en savoir plus. Voilà, donc je vais passer la main à Thomas, on va évoquer donc les aides financières qui accompagnent le dispositif Groupe 30 000, parce qu'il y a un financement de l'animation notamment. Et puis ensuite, Thomas pourra aussi replacer ce dispositif qui est aidé dans un panorama plus large des aides agences. Voilà. Bonjour Donc, à tous. voilà, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc, Thomas Fouan de l'agence de l'eau RMC, Rhône-Méditerranée-Corse, sur la délégation de Montpellier.
Donc, on voit ici, délégation de Montpellier, c'est les 4 départements de Méditerranée, globalement, donc Gard, Hérault, Aude et PO. Donc, c'est la partie au sud du trait rouge. Et donc, de l'autre côté de la région Occitanie, donc c'est Adour-Garonne, au côté nord-ouest. Je me permets juste une question technique, logistique. Est-ce que Clémence, tu veux reprendre la main sur le partage ou je continue? Je peux, c'est comme tu veux. Tout à l'heure, moi, ça marchait, toi, ça marchait pas. Donc, peut-être que c'est moi qui ai un bug, mais je peux reprendre la main. Je l'ai à côté, si tu veux. Comme ça, je pourrais gérer ce que j'ai Ouais. à gérer en parallèle. Voilà, Alors, avant que j'essaye et tu Thomas me aille dis si plus c'est loin. bon. Et peut-être avant qu'on enchaîne, je vois que Thomas t'avait posé une question. Est-ce que tu veux la donner à l'oral pour que... Oui, oui, oui. En fait, j'avais des questions sur les indicateurs. Donc, les indicateurs créés pour les groupes 30 000, est-ce Oui. que c'est des indicateurs est-ce que certains sont imposés? Est-ce que certains sont libres? Est-ce qu'il y a des nouveaux indicateurs qui ont été créés? Est-ce qu'il y a des choses innovantes qui sont sorties voilà. Alors oui, c'est une bonne question. Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont obligatoires à remplir. Euh, alors moi, j'ai pas tout l'historique j'étais pas là à l'émergence des groupes 30 000, donc qu'est-ce qui est arrivé dans le temps, ça je ne saurais pas le dire. Par contre, est-ce que les choses vont évoluer? Comme depuis cette année, donc il y a une nouvelle stratégie qui s'appelle Ecofito 2030. Comme je disais en préambule, il y a certainement des choses qui pourront évoluer. Pour l'instant, nous n'avons pas les consignes pour faire évoluer les choses dans le dispositif groupe 30 000. Donc, je ne veux pas botter en touche, mais on est dans l'attente d'évolution possible dans l'immédiat. Par contre, voilà, les indices de fréquence de traitement, ça fait partie des indicateurs obligatoires à remplir pour les groupes. Enfin, voilà, il y a quelques indicateurs qui parfois sont ajoutés à la demande d'animateurs parce que ça les intéresse de suivre, mais la base, c'est plutôt des indicateurs qui sont obligatoires à remplir. Si je suis éclairante, mais c'est un début de réponse. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer oui, aux aspects financiers? À la limite, moi, j'ajouterais juste bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Laloé dans l'équipe Ecofito, collègue de Florie. Sur le sujet des indicateurs, c'est un sujet dont on a pu beaucoup parler au niveau médiatique dans la stratégie Ecofito. Et alors, je vais parler sous ton contrôle, Florie, mais on a l'IFT reste et restera, je pense, l'indicateur principal des groupes 30 000. On a beaucoup parlé des indicateurs, notamment d'un sujet NODU et HRI dans les médias. Je dis ça parce que si vous avez jamais entendu parler d'Ecofito en début d'année, vous avez peut-être entendu parler que de ça. Ces indicateurs-là, c'est un autre sujet qui ne s'applique pas au groupe 30 000. C'est des indicateurs beaucoup plus grosse échelle, qui n'ont pas trop de lieu d'être à l'échelle d'un groupe de 8, 10, 12 agriculteurs sur un territoire, quoi. Voilà. Donc, à l'échelle des groupes 30 000, ce sujet médiatique dont on a parlé, NODU et HRI, ne s'applique pas pour les groupes 30 000. Merci pour le complément, Christophe. En Oui, tout cas, alors, des évolutions pourront il y aura peut-être des évolutions à l'avenir. On n'a pas en tout cas encore les informations et donc là, le dispositif continue d'évoluer sur sa forme actuelle, dans l'attente de ces informations. merci. C'était aussi sur les indicateurs agro-environnementaux que je me posais des questions. S'il y avait des nouveaux indicateurs qui sortaient, des choses intéressantes dans certains groupes qui pourraient être Après, les partagés. groupes peuvent parfois avoir des outils de suivi qui leur semblent pertinents. S'il y a une différence entre ceux qui doivent suivre et rendre aux structures pilotes et ce qui est déployé à l'échelle du groupe. Et là, il peut y avoir de l'innovation, en effet. Après, à nous de faire évoluer dans le temps, mais on a un cadre dans lequel on s'insère. Voilà. Et donc là, on est en attente de ces évolutions. On peut Ok, peut-être... je vais Oui, continuer. voilà. Merci, Thomas. C'est diapo suivante, s'il te plaît, Clémence. Donc j'en étais là. Voilà, juste pour dire donc que Laurent René nous rejoindra
pour la fin de la présentation. Et donc Laurent René qui est de l'agence Adour-Garonne, donc voilà, de l'autre côté l'autre bassin versant. Donc, en guise d'introduction, moi, ce que je proposais, c'était de faire le lien entre l'eau et un aliment, pour faire le lien avec les PAT. J'allais dire, c'est le premier aliment même, encore plus indispensable que le reste. Et c'est une bonne nouvelle parce que souvent, c'est une ressource locale, mais c'est une ressource qui est malmenée. Donc, voilà, il faut la protéger. Donc, il y a deux enjeux vis-à-vis de l'eau, c'est les enjeux qualitatifs et les enjeux quantitatifs. Donc, au niveau quantitatif, c'est souvent qu'il y a des déséquilibres quantitatifs et des déficits hydriques. Et il y a une problématique de concurrence des usages. Au niveau qualitatif, donc il y a des problèmes sur les protections des aires d'alimentation de captage, la protection des zones de sauvegarde et pour les zones humides. Voilà les différents enjeux identifiés. Et je pense que les PAT recoupent ces territoires en jeu. On verra par la suite donc la présentation des cartes et des enjeux. Pour continuer l'introduction, donc il y a une démarche PAT qui est importante à soutenir, qui nous semble importante sur la dimension alimentaire, puisque c'est aussi le levier aval qui permet de pousser à la transition agroécologique. Donc, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'avoir des exploitations agricoles viables. Donc, si les exploitations agricoles d'un territoire ont des débouchés qui valorisent les productions, que les agriculteurs sont rémunérés pour leur travail, voilà, ça permet d'avoir un système agricole résilient. Donc pour ça, il faut le soutien des pratiques, la diversification, l'allongement des rotations et la couverture des sols. Et voilà. L'objectif, c'est que si les exploitations sont résilientes, qu'elles sont rémunérées, elles peuvent répondre aux enjeux. Donc l'idée, c'est que voilà, s'il y a aussi une relocalisation de l'alimentation par cette viabilité des exploitations. S'il y a une reprise en main territoriale, voilà, c'est une des questions qui doit être posée au sein des PAT, c'est quelle alimentation voulons-nous? Donc ça, c'est ce qui est posé, et quel projet social collectif. Et donc en fait, quand on parle d'alimentation, forcément on parle d'agriculture, et du coup, quelle agriculture on veut sur notre territoire, quel cadre de vie on veut, et du coup, quelle relation sociale débouche derrière. Donc ça, c'est ce qui est à soutenir. Au niveau du constat, à ce jour, il y a un défaut d'articulation des PAT avec les démarches de gestion de l'eau, de préservation des milieux et préservation de la biodiversité. Donc il y a deux enjeux que je répète, donc qualité sur les captages d'eau potable et sur la protection et la qualité des milieux. Également, sur le constat, donc les questions environnementales qui sont peu traitées à l'heure actuelle dans les PAT. Donc, il y a des enjeux d'irrigation. Est-ce que la ressource est disponible ou pas? L'impact sur les milieux, sur la biodiversité. Quels sont les problèmes liés aux pollutions? Parce qu'il y a des territoires où il y a moins de problèmes que d'autres. La résilience des exploitations. Euh, c'est pas parce qu'on est local que tout va bien. Voilà, il peut y avoir des évolutions aussi par rapport à ça. Quel accompagnement, du coup, quel accompagnement des agriculteurs vers la transition et la résilience? Donc, ce qui nous semble important pour les agences, c'est, voilà, il y a des objectifs communs. C'est d'avoir des produits locaux sains, un revenu décent pour les agriculteurs, préserver le territoire, préserver le tissu rural et les relations sociales. Donc,
c'est important, c'est de faire du lien entre l'ensemble des acteurs. Donc là, c'est des cartes. Ici, bassin versant RMC, donc Rhône Méditerranée Corse, pour présenter un peu les enjeux. Donc ici, on voit donc les 4 départements avec les sous-bassins versants et en rouge, donc ce que vous voyez, contour rouge et le fond légèrement rouge, c'est les aires d'alimentation de captage. Donc on voit qu'il y en a un peu sur tout le territoire. On voit que sur l'Aude, il y a une grosse aire d'alimentation de captage sur une eau superficielle. Donc sinon, c'est souvent des eaux souterraines avec quand même des aires d'alimentation de captage. Il y a également les lagunes en jaune qui sont représentées. Donc c'est tous ces territoires où, je dirais, l'enjeu qualitatif est prégnant. Voilà. Donc en triangle, les petits points triangles bleus, c'est les captages, hein. Donc c'est les zones de captage eau potable. Voilà, donc l'objectif sur ces territoires, donc qui a déjà un travail que l'agence suit et finance depuis 10-15 ans, c'est de développer les alternatives au phyto et pérenniser les changements de pratique. Voilà, donc on travaille avec l'ensemble des filières et des organisations de producteurs sur ça. On peut aller à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est les mêmes cartes, mais sur le bassin Adour-Garonne, où on voit que la carte du haut en rouge, on voit le côté local de l'approvisionnement en eau, puisque c'est l'ensemble des captages d'alimentation en eau potable de tout le bassin Adour-Garonne. On voit que il y a énormément de captages. Euh, voilà, c'est vraiment un enjeu local dans tous les territoires où il faut maintenir cette alimentation en eau, protéger les eaux brutes pour avoir une eau de qualité au robinet. La deuxième carte, ça reprend ces captages, mais en ciblant les captages prioritaires et les captages sensibles, c'est-à-dire ceux sur lesquels on observe des problèmes sur la qualité de l'eau brute. Bon, voilà, on voit que sur les 4300 captages en rouge sur la carte du haut, il y a quand même juste 325 captages où il y a des problématiques. Voilà, merci. Euh, donc, les 2 cartes d'avant, c'était sur l'enjeu qualitatif. Là, c'est sur les enjeux quantitatifs. Là, c'est les cartes présentant les enjeux quantitatifs. Donc, en fait, le chiffre qui est indiqué sous le nom, c'est le déficit hydrique. C'est-à-dire que si vous prenez le bassin versant de l'Aude, il y a 36,9 millions de mètres cubes de déficit. Sur l'Hérault, on est à 0,9 millions de mètres cubes de déficit. Voilà. On voit qu'en zone méditerranéenne, on est globalement dans le déficit. Voilà, on est des territoires à déficit hydrique. Euh, voilà. Et au final, sur l'ensemble du bassin versant, on est à environ 80 millions de déficit. Voilà. Euh, Voilà, donc pareil sur le bassin versant à Dour-Garonne, on voit en rouge donc les bassins versants avec des déficits importants, en jaune des déséquilibres et en bleu des bassins versants avec un équilibre. Voilà, et après en pointillé, on voit sur le bassin versant de la Dordogne des plus petits bassins versants qui alimentent la Dordogne sur lesquels on peut observer des déficits. Et donc, suite à ces déficits, voilà, il y a des PGRE qui sont mis en place. Donc, les PGRE, c'est
un plan de gestion de la ressource en eau. C'est-à-dire qu'à l'échelle macro, on travaille pour essayer de gérer la ressource en eau, soit substituer localement des ressources, des prélèvements, ou diminuer des prélèvements, améliorer les réseaux pour qu'il y ait moins de pertes. Voilà. Donc il y a tout un travail local sur tous les bassins versants pour essayer de réduire ces déficits. Parce qu'une fois ils sont identifiés, voilà, le but c'est d'essayer de travailler pour les résorber du mieux possible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi avec le changement climatique, ces déficits vont grandissant. Donc voilà. On est déjà en déficit et on risque de l'être encore plus dans les 10-20 ans qui arrivent. Donc pareil, donc sur la carte côté Adour-Garonne, on voit toutes les démarches qui ont été initiées. Donc avec donc en orange, c'est les PTGE, donc plan territorial de gestion des eaux, c'est pareil que les PGRE. Il y a des futurs PTGE qui sont à assurer. Voilà, et l'ensemble des contrats de milieu. Voilà, globalement, les démarches territoriales sur tout le bassin versant à Dour-Garonne. Au niveau Ecofito 2, voilà. Donc, nous, on accompagne les groupes 30 000. Bon, il y a des délégations, il y a des délibérations spécifiques pour Adour-Garonne et Agence de l'eau, donc ce ne sont pas les mêmes. Nous, on accompagne à 70% d'aide. Donc, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et RMC aident l'animation à hauteur de 70%. Donc, il reste 30% d'autofinancement pour la structure qui porte le projet. Donc, il y a des enveloppes limitées, mais qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas été limitantes pour gérer les projets. Et donc, dans cette enveloppe Ecofito 2, donc, il y a une partie pour les groupes 30 000, mais il y a aussi de l'accompagnement pour l'investissement matériel des agriculteurs. Voilà, et je voulais parler du 12e programme. Donc, à partir du 1er janvier 2025, nous passons sur le 12e programme de l'Agence de l'eau, mais qui va maintenir les financements pour la partie Ecofito. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, décision d'aide. Donc, les dépôts de demande sont adressés à la DRAF et en même temps sur Rivage pour Adour-Garonne et TSA pour Agence de l'eau RMC. Donc, c'est l'interface pour déposer la demande d'aide. Donc, les bénéficiaires reçoivent une DAS, donc décision d'attribution de subvention, quand c'est pour moins de 23 000 euros. Et lorsque c'est au-dessus, donc les porteurs de projet reçoivent une convention d'aide financière qui doit être ensuite qui est doublement signée, donc qui doit être renvoyée signée. Donc voilà, dans ces conventions d'aide, donc il y a l'objet de la participation de l'agence. C'est une convention, donc c'est très cadré. Donc, il y a les opérations qui sont prises en compte, les obligations du bénéficiaire, les montants de la participation, les montants de dépenses à justifier, les modalités de versement, les délais, les conditions de résiliation, les dispositions particulières, voilà, et les conditions administratives, techniques et spécifiques liées à l'opération. Voilà, donc c'est très contractuel, la partie convention. Mais bon, c'est important. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, pour les groupes 30 000, comment se fait le calcul de l'aide?
Donc, il y a une partie volet A et une partie volet B. Donc, je ne reprends pas ce qu'a dit Florie sur les volets A, sur la partie émergence. Donc, les dépenses éligibles, ce sont les dépenses de personnel plus une partie de prestations externes. Donc, dépenses de personnel, c'est le nombre d'exploitations pour le volet A fois 2 jours, fois le coût journalier réel. Voilà, donc ça c'est un plafond et le nombre maximum d'exploitations est fixé à 20 exploitations. Donc le coût journalier, c'est calculé sur la base du salaire journalier de l'animateur. Donc c'est charges salariales et patronales, auquel on applique un coefficient forfaitaire de 1,3. Donc ce 1,3, c'est-à-dire 30% de plus correspond aux charges de la structure. Le coût journalier est plafonné à 550 €. Voilà. Au maximum. Mais bien souvent, les animateurs sont payés moins que ça et on n'arrive pas à ce coût plafond. Les prestations de services externes, donc, elles sont dans la partie volet A, elles sont limitées à 10 000 €. Voilà. Pour le volet B, donc, c'est toujours le même principe. Dépenses éligibles, c'est les dépenses de personnel plus les dépenses annexes. Donc la base forfaitaire change. On est sur 117 jours pour les groupes avec moins de 15 agriculteurs et 132 jours pour les groupes avec 15 agriculteurs ou plus. Voilà. Et donc il y a une partie variable qui est égale au nombre d'agriculteurs fois 3 jours. Donc voilà, c'est la partie base plus une part variable. Les coûts journaliers, donc c'est le même principe de calcul, donc sur le salaire réel et fois 30% plus 30% pour les charges de structure. Les dépenses annexes, donc ça peut être des analyses de sol, analyse de produits, du petit matériel, des prestations. Voilà, c'est à hauteur de 15 000 € et bien sûr, pour les prestations externes, il nous faut des justificatifs. Voilà. Pour les charges de structure et les 30%, il n'y a pas besoin de justificatif. Et donc, le montant total de la subvention versée par l'agence correspond à 70% de l'ensemble des dépenses éligibles. Voilà. Il faudrait peut-être envoyer un message à Laurent C'est fait. qui se Juste connecte Et il bientôt. Est-ce dit que vous j'y m'entendez? suis. Ah voilà, voilà, c'est ça, il arrive. Voilà. J'y arrive. Bonjour. Admirez cette Voilà. synchronisation. Voilà. Donc, pour le calcul de l'aide sur l'agence de l'eau, côté Adour-Garonne, donc c'est le même principe volet A, volet B, les dépenses éligibles plus les prestations externes, donc c'est le même montant de prestations externes. Le coût journalier, donc, qui passe à 500 € jour. Voilà, donc ça c'est une petite variante sur le côté Adour-Garonne, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été un facteur limitant. Pour le volet B, c'est pareil, ce qui change uniquement, c'est le coût journalier. Donc, c'est les mêmes règles entre base forfaitaire et part variable, le même forfait pour le nombre d'agriculteurs qu'expliqué précédemment. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, donc c'est les dématérialisation des demandes de solde. Donc tout se passe directement sur Rivage pour le côté Adour-Garonne. Donc vous avez à la création du projet, vous avez créé une demande sur Rivage ou sur TSA si vous êtes sur Agence de l'eau RMC et vous suivez toute la convention et le solde des aides. Tout se passe en ligne sur Rivage ou sur TSA. Voilà, je passe la main à Laurent pour les questions pour la partie suivante.
Ok, merci. Bon, désolé déjà d'arriver en retard là. Pour des questions de plan de charge, je suis obligé de faire des choix. Donc, j'avais dit à Florie et Clémence que je serais juste pour une petite partie de l'intervention. Donc, bonjour à tous. Du coup, je vais continuer, puis je vais rester quand même pour quelques questions après, donc on pourra compléter si nécessaire. Alors, vis-à-vis des aides possibles des agences pour les PAT, on peut, vous l'avez compris, je pense, dans la présentation de Thomas, ces démarches nous sont assez intéressantes et on souhaite pouvoir les faire monter en densité sur les sujets au environnement. Et donc, on peut tout à fait accompagner les collectivités ou les acteurs dans les pattes pour des études complémentaires, notamment pour tout ce qui peut intégrer les dimensions de l'agroécologie, la préservation des sols, la diminution des intrants. Et bien sûr la préservation de la biodiversité, et aussi pour ce qui est structuration de filières. Alors souvent, quand on discute filière, les territoires sont à réfléchir de manière assez large. Souvent, le territoire d'impact alimentaire n'est pas suffisant pour parler filière, mais il n'empêche que Heu, c'est important de pouvoir en discuter au sein du PAT et de le réfléchir en interpath, avec les acteurs économiques que peuvent être les coopératives, les négoces, tout ça. Donc, ça fait partie de notre panel d'aides possibles, d'accompagner à la fois les coopératives, les négoces et les collectivités ou d'autres acteurs si nécessaire. Par exemple, je pense actuellement à Terre Innovia qu'on accompagne dans l'opération FILEG et donc sur les légumineuses sur l'Occitanie pour la création et la valorisation des légumineuses. Et au sein de cette action FILEG qu'on finance à Terre Innovia depuis 2017, je crois. On aide aussi des acteurs en complément sur des volets d'action hein, qui viennent alimenter FILEG. Voilà, ça fait partie des exemples. On a bien sûr toutes les volants d'aide aux exploitations agricoles qu'on a autour du matériel agricole pour la transition agroécologique, le conseil collectif, les expérimentations, notamment avec les instituts techniques et les organismes de conseil. Bon, les groupes 30 000, on vient de le présenter. Et puis des aides aux conseils individuels aussi sur nos démarches territoriales ou sur des démarches filières pour RMC. Et puis on a des aides à des à la surface, ça s'appelle des aides surfaciques, c'est-à-dire des aides à l'hectare pour promouvoir des pratiques particulières, soit en conversion bio, soit en mesure agro-environnementale. Donc si jamais vous ne connaissez pas, on peut en préciser. Et puis on aide aussi les collectivités à travers la maîtrise foncière, notamment autour des captages. C'est-à-dire que là, il y a une veille foncière qui peut être faite localement pour que les collectivités préemptent et après structurent une façon d'exploiter ces surfaces, non pas pour les sortir de la production agricole, mais pour faire en sorte que la production agricole soit adaptée à la protection de l'eau, puisqu'il s'agit souvent là de protéger des captages dans ces territoires-là. Et puis on a des aides aux acteurs économiques, des directs, toujours études, investissements sur les filières, comme je vous le présentais au-dessus. Et puis pour travailler autour de la bio, non seulement créer des filières en bio, mais conforter celles qui existent. Et c'est un appel à projet qui s'appelle Anime Bio qu'on a avec l'État et la région en Occitanie et dont vous avez sûrement entendu parler. Beaucoup de nos aides passent par des appels à projets région et que ce soit d'ailleurs avec FEADER ou sans, et des appels à projets pouvant être portés par la DRAF, comme par exemple actuellement, peut-être que vous avez entendu parler d'un appel à projet qui s'appelle Agriculture Climat Méditerranéen. Et donc là, ça fait partie des projets aussi qu'on peut accompagner. Un typique qu'on a fait ressortir, qui est au centre de la diapo, c'est l'appel à projet coopération territoriale, qui a vocation en fait à ce que les collectivités territoriales bossent avec les acteurs économiques ou de conseil sur leur territoire pour essayer de construire des filières
Donc c'est autour des dépenses immatérielles là, les études, du temps passé et cetera. Mais ça a vocation, à alimenter, les pâtes, les exploitations agricoles ou les acteurs économiques. Voilà pourquoi on a fait ressortir et donc c'est un appel à projet région, mais on est bien cofinanceur de cet appel à projet. Diapo suivante. Alors là, c'est, 2 schémas qu'on va vous présenter, à travers, le RMC et Adour-Garonne. En fait, c'est une reconstitution de ce qui vous a été présenté avant. Vous voyez que, le thème central, là, c'est un schéma de Thomas, il est au téléphone, réduire les pollutions agricoles. On a i L'agence de l'eau RMC aide en haut au changement de pratique. Sur la droite, si on fait le tour, comme un cadran de montre, hein, aux investissements agroéquipements, des investissements collectifs comme des aires de lavage par exemple, recherche, études, des actions sur le foncier, je vous le disais, avec les déclinaisons, SAFER, ORE, acquisition, le conseil aux agriculteurs et puis les filières. Voilà, ça c'est une façon de présenter un peu visuel, ce que fait, RMC sur les aides agricoles. Diapo suivante, c'est la diapo que j'ai fait pour Adour-Garonne là, c'est, en fait, un graphe orthonormé avec, les ordonnées, montrant à quelle échelle on peut aider, et puis, sur l'axe des abscisses, c'est, qu'est-ce qu'on souhaite comme influence à travers nos aides? Est-ce que c'est sur l'exploitation agricole? Est-ce que c'est plutôt sur un territoire ou sur l'ensemble du bassin? Sachant que, c'est souvent un peu entremêlé, donc c'est difficile de les répartir, mais ça donne une idée. Donc, si on part du bas avec tout ce qui est en marron, nos aides aux exploitations agricoles, que ce soit les investissements, la conversion, les MAE, mais on aide aussi l'agroforesterie, le conseil individuel, pardon. Et j'ai mis là, ici, les PSE, les paiements pour services environnementaux, qu'on va continuer, hein, à aider dans le 12e programme. Heu tout un panel d'aide aux groupements d'agriculteurs ou à des groupes, correspondant à des territoires. Bien sûr, on a, juste, tout à fait au début, en bleu, toutes nos aides à la valorisation et des retours d'expérience à travers des plateformes de valorisation comme Agro, Osae, Aglaé, Agro, c'est fait par l'Association française d'agroforesterie, Osae, c'est Solagro qui mène ça, Aglaé, c'est la chambre régionale d'Occitanie, il y en a d'autres. Et on aide à chaque fois, ces réseaux pour, qu'il y ait des échanges entre agriculteurs, que ces agriculteurs servent, de référence et puis qu'ils puissent, recevoir des groupes d'agriculteurs, qui viennent visiter et échanger sur l'expérience et cetera. Heu et donc puissent, après aussi valoriser sur le site internet en grand public. À chaque fois que vous avez des étoiles, rouges, c'est qu'on a un accompagnement, par un appel à projet régional et dans lequel il y a un cofinancement. Les étoiles violettes là, sont, en fait, sur mon schéma des liens vers, les réseaux eux-mêmes dont je vous parle, Agro, Osae et Aglaé. Et puis, pour info, je mettais, le petit triangle, jaune pour dire que, on la re la gestion de la ressource, c'est-à-dire la quantité, l'irrigation, les économies d'eau sont concernées par ces sujets-là et la petite, grenouille, en vert là, c'est pour dire que aussi la biodiversité est concernée sur ces sujets-là par nos aides. Donc on peut mobiliser nos aides pour ces sujets-là dans ce cadre, qui vous est présenté. Et donc, au milieu, dans les groupes, on a les aides au groupe 30 000, mais aussi des plateformes d'essai, des formations, toute l'animation du territoire, pour mettre en place des gouvernances, adapter les études, nécessaires, diagnostiques et construction de programmes, la stratégie foncière. Et plus sur la droite, on a tout ce qui est aussi aux créations de retenues collinaires ou à la modernisation des installations collectives d'irrigation pour, les économies d'eau. On a aussi un peu en dessous, à la frange entre le territoire et les groupes et
l'exploitation, bien sûr, les aides à l'implantation des haies qui servent à la fois au territoire, à l'exploitation, enfin à l'exploitation, au territoire et à l'ensemble du bassin de Garonne. Et puis tout à fait en haut à droite, vous avez nos aides aux filières. Maintenant, filière BNI, pour nous, à Dour-Garonne, c'est directement intégré dans notre délibération. Avant, on passait par un appel à projet, mais maintenant, on peut aider des projets au long cours. Et puis, Anime Bio, c'est l'appel à projet avec État, région dont je vous parlais tout à l'heure pour les filières bio. Et GoPEI, c'est pour les partenariats européens pour l'innovation. Là, ça mobilise du FEADER. Et là, il faut des groupes d'agriculteurs, des instituts de recherche, des collectivités si possible, qui bossent sur un sujet d'innovation forte, enfin de rupture, on va dire, pour aller plus loin dans certains sujets, notamment pour nous, ce qui nous concerne quand on finance autour de l'agroécologie ou valorisant des produits qui permettent de soutenir l'agroécologie. Voilà, je pense que là, donc ça vous donne deux représentations différentes de la répartition des aides, des types d'aides possibles par l'agence. On peut changer de diapo. Là, Laurie, tu voulais intervenir ou pas trop là juste avant que je reprenne les exemples? Non, non, en fait, on le disait en préambule qu'il y a un intérêt à faire que le lien entre ces collectifs agroécologiques se fasse avec les démarches territoriales Mmh. sur l'enjeu eau, mais que du coup, la perspective avec les PAT vient refermer un triangle, on va dire, puisque c'est forcément lié dans une approche de l'alimentation locale, et que il y a un intérêt d'un point de vue collectif de se dire que ça peut se déployer à cette échelle-là, mais réciproquement, il y a un intérêt pour les PAT de se saisir de ces outils, un intérêt de faire le lien avec les démarches territoriales déjà en place sur les enjeux hauts, au vu de tout ce qu'ont évoqué Thomas et Laurent. Et là, Laurent, je te laisse poursuivre parce que c'est toi qui as des exemples Oui, intéressants voilà, l'idée c'était sur d'avoir ce deux volet-là. exemples. Voilà. Juste, je crois que la diapo suivante, il me semble que tu avais mis un schéma. Non, après. Je sais pas. Voilà. Non, ben non, il a été Non, enlevé, non. très bien, parce que c'est pas un schéma que j'avais mis moi et je le maîtrisais pas. Donc tant mieux. Donc là, l'idée c'est de vous présenter deux projets sur les territoires qui permettent de faire du lien, si vous voulez, entre l'alimentation, la protection des milieux et l'agriculture. Et donc, on a des démarches autour de la protection des captages. Et là, on a un projet dans la vallée du Lot, autour par la Comcom du Grand Cahors, qui était autour de production agricole liée très fortement à une zone autour de captage. Donc là, c'était juste pour le visualiser. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc là, sur ce territoire, le projet montrait qu'il y avait 35 écoles, des centres de loisirs, des crèches, et cetera. Un projet issu de 2 PAT, mais PAT captage, c'est-à-dire nous, ce qu'on a toujours appelé plan d'action territoriale avant que les PAT alimentaires naissent. Donc on a gardé, nous, cette appellation, mais ça fait deux appellations identiques pour des choses différentes. Donc plan d'action territoriale chez nous, quand on parle de PAT. Sur le secteur et du coup, c'était des captages Grenelle, c'est-à-dire les premiers qui ont été désignés comme, prioritaires, importants à préserver parce que dégradés. Et donc ça, c'était en 2008, et du coup, l'idée, c'était aussi d'avoir, une démarche foncière pour essayer d'avoir un peu de maîtrise sur ce qui se faisait sur ces parcelles qui étaient, juste, en amont et dans l'aire d'alimentation du captage. Donc il y a eu, une réflexion autour du SCOT, du schéma, donc de cohérence territoriale et des PLU, intercommunaux, et du coup, tout ça a été intégré dans le projet alimentaire territorial de Cahors, avec une construction d'un espace test, l'installation d'un agriculteur et l'aménagement de légumeries avec 6 maraîchers nouveaux, qui étaient, mis en place dans l'espace test, pour leur permettre de se du coup, comme
le terme l'explique, se tester sur leur pratique et les lancer après dans l'activité. Change de diapo, s'il te plaît. Et du coup, dans ce territoire, il y avait un enjeu de conservation des sols, heu, qui était, bien porté par l'agglo de Cahors. On est en secteur viticole et de grande culture il y a un enjeu de conservation des terres aussi en bio sur ce territoire et l'idée, c'était de construire avec l'agglo le fait qu'il y ait à la fois cet espace test, pardon, permettre aussi l'installation définitive de euh, maraîchers sur ce territoire en mettant à disposition des parcelles acquises par l'agglo de Cahors dans les différents échanges fonciers et permettre aussi à la fois une construction des échanges dans le temps entre les exploitants installés ou déjà installés produisant déjà des légumes autour du territoire et le fonctionnement de la légumerie et de la cuisine centrale pour essayer de faire en sorte que on ait un fonctionnement cohérent d'ensemble où les exploitants qui produisent localement sur les parcelles qu'on souhaite puissent bien valoriser leur production. Donc c'était un projet global sur plusieurs années qui était de 520 000 € et sur laquelle on a pu apporter 250 000 €. Voilà, un des premiers projets. Euh, donc, euh, Diapo suivante, s'il te plaît. Le deuxième projet, il se passe dans l'Ariège. Alors, c'est à la fois semblable, mais pas tout à fait, donc j'ai préféré je me suis dit que ça valait le coup de vous le montrer. Donc, diapo suivante. On a sur ce territoire, on est là dans l'Ariège, pour ceux qui connaissent, le long de l'Herse-Vif vers Mirepoix. Et donc sur la diapo de droite où vous voyez, l'espèce de patate en rouge là, on voit l'herse, sur la droite de la tache rouge, qui, fait des méandres là. Et une exploitation, en grande culture conventionnelle d'une cinquantaine d'hectares qui était, l'agriculteur partait en retraite. Donc la collectivité, la communauté de communes de Mirepoix a souhaité acquérir cette exploitation pour faire aussi, plusieurs éléments, de structuration de filière autour des légumes, à la fois espace test, installation, de producteurs, de plein champ et puis des serres également sur ce territoire. Donc diapo suivante. Attends, juste peut-être avant, ce qu'on peut revenir, c'est que vous voyez que dans cette surface rouge là, on a deux grandes parcelles qui sont une un peu ovale là, et l'autre un peu euh, polyédrique là au-dessus. C'est bien la même exploitation et ce qu'il fait la division de ces 2 parcelles, heu, en fait, c'est un chenal de crue de l'herse, vif, qui, en haut à droite de de la diapo, l'air ce vif arrive et s'écoule jusque en bas de la diapo et dans la partie haute à droite déborde là et donc il y avait, un enjeu de préserver aussi le fonctionnement de l'air ce vif, parce que les chenaux de crue pardon ou les espaces d'inondation sont très importantes à conserver et cet air ce vif, tout le corridor est en Natura 2000 en plus de surcroît, donc il y a un intérêt à protéger cette zone dans son fonctionnement et dans ce qu'elle est vis-à-vis de l'habitat et des espèces. Donc le projet a été construit autour de ça et c'est pour ça que je vous le montre parce que c'est un plus par rapport à Cahors. C'est pas simplement juste pour la protection de l'eau, de captage et puis réfléchir à la production agricole. C'est que là, on a intégré toutes les dimensions d'un projet environnemental avec un projet agricole d'alimentation locale. Donc, diapo suivante. Pardon, j'ai un coup de fil. Donc c'est porté par la communauté de communes de Mirepoix. Il y a eu un partenariat avec la SAFER, la chambre d'agriculture
Ils ont créé une association qui s'appelle Grande Nambarou pour regrouper les 3 structures. L'acquisition, avait 22 hectares de grandes cultures en bordure de l'Ersbif et 13 hectares, de zones de Breil. Alors oui, c'est la forêt alluviale, c'est mentionné. Donc le long de l'Ersbif. Il y a eu un chantier de réinsertion, heu avec, du maraîchage bio, pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi et avec une association qui s'appelle l'association Casta, que vous connaissez peut-être. Donc 5 hectares ont été utilisés pour cette association. Il y a eu création d'un espace test sur 5 autres hectares. Et puis l'idée, c'était aussi d'installer des maraîchers sur une autre grande partie enfin, sur l'essentiel de l'exploitation acquise. Et des maraîchers plutôt en grande, en plein champ, parce qu'il y avait besoin aussi pour toute la communauté de communes de Mirepoix de faire du volume, hein, pas simplement juste quelques maraîchers qui faisaient des marchés. Et même si ces maraîchers pouvaient tout à fait avoir cette activité-là à côté pour de faire des marchés, etc. Et donc, il y avait la gestion des forêts alluviales du Lers vif. Et l'objectif, c'était quand même de produire 120 tonnes de légumes par an. Et il y a eu une création de bâtiments de 300 mètres carrés pour permettre le déchargement, le nettoyage, la mise en frigo et la préparation pour après la vente par la suite. Diapo suivante. Donc ce projet est tourné autour de 800 000 € et avec des aides publiques tournant autour de 400 000. L'agence de l'eau, on y est allé pratiquement à 300 000 € nous, seuls. Donc vous voyez marqué appel à projet dans les financements, appel à projet BNI, avec 25 des dépenses matérielles. Il y avait 50 sur les dépenses immatérielles. Heu, Ça maintenant, on n'a plus besoin de passer par cet appel à projet puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre délibération, sur les aides agricoles à l'agence vient enfin, a intégré dès 2021, ces aides-là en direct au fil de l'eau. Et autrement, il y a eu des aides pour le pâte alimentaire territorial autour de 100 000 € et le département avait apporté autour de 40 000 € au total. Voilà. Donc il y a, c'était une diapo là, que j'ai repiquée d'un autre diaporama, donc vous voyez que il y a des demandes en cours et cetera. Là maintenant c'est tout bouclé, mais ça vous permet d'avoir la physionomie globale. Est-ce qu'il y a une diapo suivante? Alors voilà, ce que je voulais souligner, c'est que là, par exemple, c'est un projet, nous, dont on a considéré qu'il était d'une qualité particulière. Euh, c'est très lié au fait que l'élu référent, vice-président de la communauté de communes de Mirepoix, est également à la fois maire d'une commune d'un affluent de l'Ers, là, mais aussi technicien de rivière sur l'Ers, et qu'il connaissait parfaitement le, les besoins de bonne gestion du milieu. Et donc, il a fait le lien avec tous les sujets, si vous voulez. Et donc, non seulement il a pris en compte forcément le projet de la communauté de communes, de faire de la résilience alimentaire, de l'alimentation locale, etc. Mais en ayant en arrière-fond toute la gestion du milieu, etc. Et donc, on a euh, les éléments d'essayer de faire baisser les pressions en phyto et en ferti, parce qu'on était sur une masse d'eau euh, en état moyen vis-à-vis de ces sujets-là, sur l'état des lieux. Une masse d'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme consacré pour la directive 4 sur l'eau de 2000 qui demande aux États membres, donc une directive, c'est une loi européenne, qui demande à chaque État membre de l'Europe de mettre en place des objectifs de reconquête, donc des masses d'eau, et donc c'est soit des cours d'eau, soit des nappes, pour faire simple, ou des très grands lacs,
et donc, les termes est resté dans la gestion quotidienne, mais à chaque fois que vous voyez masse d'eau, pensez soit cours d'eau, soit nappe, soit grand lac. Donc il a intégré ces objectifs-là, il a intégré le besoin de bien gérer les forêts alluviales parce qu'elles sont importantes pour le fonctionnement du cours d'eau, mais en plus que c'est une zone Natura 2000. Et sur ce site-là, exactement de l'exploitation, si on revenait on pourrait y revenir si vous voulez à l'image de tout à l'heure, il y a une encoche d'érosion laissée libre du coup par la mobilité de la rivière, c'est-à-dire que cette rivière est très mobile, d'autant qu'elle a été très creusée pour récupérer son gravier dans le passé, et que maintenant, du coup, le profil en long est déséquilibré, et elle ne fait que se creuser en profondeur, et du coup, pour s'équilibrer, vient prendre des alluvions sur les côtés et fait pas mal d'érosion donc latérale. Et donc il y a besoin, pour son bon fonctionnement aussi, de laisser le cours d'eau pouvoir éroder des zones pour qu'elles se rééquilibrer et protéger les zones plus aval ou plus amont d'ailleurs d'érosion, puisqu'elle a son équilibre rétabli grâce à des encoches qui posent pas de problème là où il n'y a pas d'enjeu spécifique humain ou des bâtiments, des équipements, etc. Donc là, ils ont laissé une zone d'encoche d'érosion libre pour permettre au bon fonctionnement du cours d'eau. Et sur cette zone-là, d'encoche d'érosion, en plus, il y a des guêpiers d'Europe qui viennent nicher. C'est un des sites assez rares de présence des guêpiers d'Europe. Et donc, le projet a été construit pour mettre en place une zone de calme vers la zone de nidification des guêpiers d'Europe, avec la création d'une haie entre le bord du cours d'eau et l'exploitation, donc sur la parcelle, pour préserver cette partie nidification. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a le chenal de crue qui passe en plein milieu de l'exploitation. Tout a été préservé pour permettre à l'ERS de surinonder cette zone et de passer par ce chenal. Et même les serres qui ont été implantées sur la partie haute de la parcelle qui était un peu polyédrique, là, les parcelles n'ont pas été implantées en travers de l'écoulement de l'eau, mais plutôt en long pour entraîner la moindre résistance au cours d'eau et le moins de dégâts possible si jamais il y avait une très très grosse crue qui pouvait monter jusqu'aux serres, parce qu'elles ont été quand même implantées au-delà de la zone connue d'inondation. Mais vu les cours d'eau qu'on connaît maintenant, on n'est pas à l'abri que l'eau puisse monter jusque là-haut. Donc du coup, l'implantation des serres a été construite en fonction de ce risque-là. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que non seulement on a réfléchi la partie agricole, production alimentaire, résilience locale, mais aussi fonctionnement du milieu. C'était un des exemples typiques, alors très très poussé là. On ne demande pas que ce soit à chaque fois comme ça, et si ça peut l'être, c'est très bien. Mais l'idée, c'est de pouvoir réfléchir en transversal, et l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc c'était pour ça que je trouvais intéressant de présenter euh, ce projet-là. Je ne sais pas s'il y a des diapos suivantes. Voilà, non, il n'y en a pas. Donc si vous avez des questions pour Thomas et moi, je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour y répondre. Merci Laurent pour l'illustration aussi, avec des exemples concrets qui arrivent à croiser tous les enjeux. C'est toujours intéressant et inspirant. En tout cas, je voulais rebondir sur donc Laurent Danneville, donc si je ne me trompe pas, PNR des Grands Cosses, qui évoquait la réflexion, qui partageait dans le chat voilà, une réflexion sur pourquoi pas s'intéresser à cette démarche groupe 30 000 en lien avec la démarche PAT et en lien avec des captages sensibles sur le territoire dans le projet Vallée Verte avec des arboriculteurs. Donc l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'était de montrer à la fois des exemples qui croisent les enjeux d'un point de vue technique, comme vient de le faire Laurent, mais aussi de montrer qu'il y a des outils
pour agir, que ce soit Groupe 30 000 ou d'autres de toute façon, mais que créer du lien entre tous ces outils et s'en saisir, c'est aussi une manière d'agir qui peut permettre beaucoup de transversalité et de croisement des enjeux. Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis Floriane du PETR Sud-Lozère. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Oui. Moi, c'est pas une question, c'est plus une réflexion. Donc nous, dans les Cévennes, notre ressource en eau, elle est plutôt de très bonne qualité. L'usage des phytosanitaires, je pense que c'est assez localisé en fait. On n'a pas que des agriculteurs en bio, mais on a quand même, voilà, je pense, la chance d'avoir des agriculteurs qui sont déjà vraiment loin dans les pratiques agroécologiques. Donc, je pense pas que nous, on puisse s'inscrire dans une démarche comme celle-là. Et en plus, enfin voilà, pour l'instant, on se pose plein de questions sur comment le PAT peut aller plus loin sur quand même diffuser un maximum ces pratiques agroécologiques et voilà. Euh, mais par contre, on a, nous, une vigilance sur le côté quantitatif de la Ouais, ressource en j'allais vous eau. le dire, j'allais vous Voilà, le dire, vous avez un rôle à voilà. jouer là-dessus. Et donc, voilà, donc c'était intéressant. Après, nous, on est au démarrage de notre PAT. On a des actions pour l'instant qui sont en cours plutôt sur la question de l'approvisionnement, de la restauration collective, sur des questions de démarche d'acquisition de foncier ou en tout cas de mobilisation de foncier par les collectivités. Donc, à un moment donné, tout ça va prendre forme et c'est vrai que nous, on est en train de réfléchir à comment travailler sur cette question de la ressource en eau. Alors, c'est pas des choses en plus qui ressortent des concertations, enfin, c'est plus des préoccupations de techniciens, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc c'était intéressant d'avoir notamment ces deux exemples de Cahors et de Mirepoix. Après, nous, c'est vrai qu'on va être toujours sur des échelles beaucoup plus restreintes, que ce soit en nombre d'agriculteurs, en surface. Le PETR a contribué à l'installation de 3 maraîchers. Mais voilà, on parle même pas d'hectares, quoi. Par contre, la question d'avoir une utilisation très économe de l'eau, bah, elle reste importante, même quand on a une petite exploitation, quoi. Voilà. Et après, ben, je vais en reparler avec mes collègues. On a un GI2E maraîchage là, qui démarre, qui est porté par le CIVAM. Et donc, voilà, ça m'a donné un peu des éléments de réflexion quoi, pour voir comment on pourrait travailler là-dessus. On a évidemment en tête l'appel à projet coopération pour lequel pour l'instant on n'a pas répondu justement en se disant qu'on allait travailler à l'émergence du PAT et de voir à quel moment on sera prêt pour déposer peut-être une réponse à cet appel à projet-là. Mais c'est sûr que la question de l'eau, voilà, elle est centrale pour nous. Voilà. Oui, c'est important de le dire, mais je crois que, bon, comme j'ai pas assisté à tout, je sais pas comment vous l'avez abordé, mais je crois que Thomas l'a abordé, c'est que ce qui vous a été montré dans une de nos entrées, c'est aussi les territoires où l'eau est en déficit, quoi, difficile d'accès. Et on a de plus en plus maintenant de territoires, l'année 2022 et 2023 nous l'ont montré, c'est avec qui décroche d'un point de vue quantité disponible pour la protection de l'eau et le reste. Donc là, l'entrée aujourd'hui était groupe 30 000 parce que c'était proposé comme ça, mais vous voyez bien que nos aides sont plus larges. Et Oui. quand on réfléchit à un PAT et qu'on souhaite avoir des productions locales, refaire faire des productions locales, c'est très bien. Il faut aussi se dire en amont, est-ce qu'il y aura possibilité de les faire et en quelle quantité avec les ressources dont on dispose, quoi. Voilà. Il y a vraiment une réflexion globale à avoir. C'est pour ça que c'est important d'intégrer. Et du coup, mes collègues de Rodez, pour vous, sont à disposition pour vous aider à construire aussi les projets, vous accompagner. N'attendez pas d'être une fois que le projet est tout ficelé pour les contacter. Notre ADN, c'est aussi d'avoir des contacts le plus en amont possible pour bien aider à construire plus que de recevoir des projets tout ficelés sur lesquels après on est obligé de dire ah ben non, finalement ça nous va pas bien, machin. Voilà.
Ouais. Bah après nous du coup sur notre territoire, mais c'est pas le PAT qui a porté ces projets-là. Il y a 2 projets qui sont accompagnés par donc chacune des 2 agences de l'eau. Un sur le Cosméjean avec Oui. voilà le dispositif de récupération d'eau de pluie pour les exploitations agricoles. Bon après, donc ça c'est porté par la Comcom et la Chambre principalement. Après, nous, c'est vrai qu'on s'interrogeait un peu sur est-ce qu'il va y avoir aussi un accompagnement pour le changement des pratiques de ces élevages-là. Et après, sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, il y a la commune de Ventalon-en-Cévennes qui est accompagnée sur justement un peu une réflexion sur comment mobiliser l'eau brute, je crois, c'est un peu ça, pour différents usages et voir voilà, quelles seraient les possibilités de petites retenues. Et donc, on a déjà 2 exemples de projets, mais c'est pas nous qui les portons. Mais Oui, voilà. oui. Mais il y a Après, je aussi une trouve notion que de structuration de la gestion sur le projet de 20 talents. Oui, ok. Voilà. Ah. C'est ce qui est important. C'est un point un point de départ important. Ouais. moi, je trouve que vous pointez quelque chose d'important parce que sur l'enjeu quantitatif, enfin sur les enjeux eau en général, de toute façon, il y a le côté eau, bien sûr, et là, ce que vous évoquez, des solutions pour l'eau disponible, mais est-ce que vous avez pointé le changement de pratique qui va avec parce que ça ne, enfin, c'est un fait, il y a un déficit d'eau sur certains territoires et qui va aller croissant, comme l'évoquait Thomas. Mais en face, il y a aussi des pratiques à faire évoluer pour évoluer dans ce contexte-là et être plus résilient face au changement qui est là et avec lequel on doit conjuguer. Et c'est là où les collectifs agroécologiques sont un outil qui peut venir aussi accompagner tout ça. Alors, si l'enjeu phyto n'est pas là, il y a les GI2E. Si malgré tout, il y a un enjeu lié au phyto, bah là, il y a aussi voilà, groupe 30 000 qu'on vient d'évoquer. Alors, vous avez dit que c'est localisé sur certains points, l'enjeu phyto dans votre territoire, mais pour autant, c'est peut-être quand même un outil pour ces agriculteurs-là concernés, parce que parfois, enfin voilà, on peut pas parler de... Ou alors, il y a des pratiques qui sont en place avec des phytos déjà réduits, ce que vous évoquiez a priori, Oui, je pense. Ouais. mais si l'eau est un facteur dans ce système, alors là, des questions peuvent se poser. Donc, c'est... Bon, Voilà. après, reste aussi, pour l'instant, nous, quand même une petite question de légitimité pour intervenir sur toutes ces questions-là. Enfin, c'est quand même la Chambre d'agriculture qui, au niveau du département, ouais, est un peu positionnée voilà, pour animer ces démarches-là et rentrer en contact avec les agriculteurs. Nous, au niveau du PAT, on travaille beaucoup avec les collectivités, enfin, en gros, les communes. Donc sur des communes où les élus sont partants voilà, pour essayer d'acquérir du foncier, etc. Et après, il ne faut pas se voiler la face, on accompagne surtout des agriculteurs qui sont déjà très vertueux en fait. Et donc, mais ça, c'est intéressant parce que ça, enfin nous, on cherche un peu, La comment légitimité. aussi atteindre justement les agriculteurs qui vont pas venir d'eux-mêmes à nos réunions du PAT, quoi. Ça, Voilà. donc c'est des outils potentiels, mais la question de la légitimité, elle est intéressante, mais elle rejoint, enfin, au final, Clémence le posait en préambule, c'est quand même dans les exigences du label que de se Oui. saisir de ces questions. Donc, quelque part, peut-être que Mhm. la légitimité est à construire en lien avec ces Ouais. exigences-là. C'est une piste de réflexion que, Ouais, c'est vrai. voilà. En tout cas, les collectifs sont un outil pour ça. Mhm. Voilà. C'est Merci à vous. intéressant. N'hésitez pas à nous recontacter hors de cet échange pour échanger sur des potentiels voilà, projets ou réflexions, Ok, que ce soit merci agence beaucoup. ou DRAF. En, Voilà. Ouais. en tout cas, moi, ce que je voudrais souligner, et c'est pour ça que je vous ai présenté l'exemple de l'Ariège. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert là, ça fait pas mal de bruit. Euh, et le, ce qui est important, c'est d'avoir une entrée pas seulement aiguë sur le sujet qu'on veut traiter, mais avec une vision transversale sur les sujets que ça peut concerner. Et essayer de
de relier les choses et les gens, de faire venir autour du projet en disant: «OK, ça vous paraît déconnecté, en fait, ça l'est pas tant que ça et donc il faudrait qu'on travaille ensemble». Moi, je pense que c'est, la façon d'aborder les choses, est super importante et je vous le disais là, le vice-président de la communauté de communes qui lui-même était syndicat de technicien d'un syndicat de rivière, du coup, lui faisait le lien très, très automatiquement parce qu'il avait les choses en tête. Mais, heu, en fait, c'est vrai pour plein de sujets, oui, presque tous en fait. Et donc, heu, si vous avez pas, vous vous sentez pas les compétences ou la légitimité, alliez-vous avec quelqu'un, mais qui vous paraît, et faites en sorte de travailler ensemble. Je pense que les bons projets, en fait, ils vont faire sortir des choses qui seront transversales. Voilà, c'est ce que je voulais, montrer. Ça paraît un super mot de la fin, ça, Laurent. Ah bon? Je sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose, mais en tout cas, oui, le but même de cet échange aujourd'hui, c'était de faire de la transversalité et de montrer des liens qui sont là, mais pas si évidents à voir entre les sujets et les outils. Donc, ta conclusion me paraît très à propos. Voilà. Sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je pense qu'on est bon comme ça. Bon. Très bien. C'est le super mot de la fin. Du coup, donc on mettra, je ne sais pas si Laurent, tu n'étais pas là quand je l'ai dit, mais le webinaire est enregistré. On va le mettre en ligne sur le site, notre site du réseau régional des PAT avec le support. Et puis on va refaire un mail au PAT pour leur dire que les supports sont accessibles sur le site. D'accord. OK. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.